On se trompe toujours quand on dit que Stanislavski, c'est Stanislavski et Nemirovitch Domchenko, hein, ils étaient tous les deux dans l'histoire. Donc il a trouvé ces metteurs en scène, mais il a d'abord, comment je puis dire, il a d'abord fondé une écriture d'auteurs qui étaient en même temps metteurs en scène. C'est-à-dire qu'il voyait ce qui devait se passer véritablement sur la scène, à quels endroits ça devait se passer, à quel moment, et même, c'est très étonnant, moi j'ai trouvé ça bien après d'avoir fait la découverte des Tchekhov montés par Benedetti, mais il y a une lettre d'Anton Tchekhov à sa femme, à Olga Kniper-Tchekova, où il dit, mais ils n'ont rien compris à enfin, j'utilise mes mots, hein, bien sûr, je ne cite pas textuellement. Ils n'ont rien compris, ils n'ont pas lu ma pièce, je pense, à propos de la Cerizay. En tout cas, le dernier acte, ça je cite, c'est ces mots exacts, le dernier acte dure 40 minutes, c'est absolument faux, il doit durer 14 minutes. Donc il le dit, mais clairement, il donne cette indication-là. Donc il voit à la fois dans l'espace, dans le temps. Simplement parce que aussi, Lopakin dit, le train part dans 46 minutes, nous partons à la gare dans 20 minutes, dépêchez-vous. Donc il y a une logique, mais foudroyante, c'est que donc, au bout de 15 minutes, tout le monde a son manteau et est prêt à partir. C'est juste le temps de monter en voiture et ensuite on part à la gare. Il y a des choses qui... Donc la rapidité, elle va aussi de soi. Et on voit bien comment... Tchekhov, qui est quand même un dramaturge, c'est même pas un dramaturge génial, il y a toujours la fin dans le début, toujours, que ça soit à travers le texte ou à travers les didascalies. C'est-à-dire que les didascalies, le début, la première didascalie d'ouverture de Trois Sœurs, il dit tout ça, il finit en disant tout est joyeux, et ça commence par papa est mort. Bon. C'est drôlissime, c'est formidable. De toute façon, vous dites toujours que pour vous, le thème principal, c'est toujours la mort, même si c'est un vaudeville, le thème de tout c'est pas la mort, c'est pas la mort. Non, c'est pas la mort. Je crois que c'est comment être à l'heure à un rendez-vous qu'on ne peut que manquer, qui est sa vie. C'est pas pareil. C'est pas parce que la mort, on n'a pas besoin d'un auteur pour, comment dire. On a souvent dit le théâtre, c'est le lieu où on nous parle du fait qu'on est mortel, mais on n'a pas besoin d'aller au théâtre pour savoir qu'on est mortel. Alors on est tous d'une stupidité terrible. Ce qui est, par contre, pour moi, le vrai sujet du théâtre, c'est pourquoi on ne sait pas pourquoi on va mourir. Et que donc, la vraie question, c'est ça. Pourquoi on ne sait pas pourquoi. Donc il y a la 3 fois pourquoi, qui est la question initiale des philosophes. Hein, pourquoi, et comme dit Lebiatkin dans Les démons, ça fait 6000 ans que la créature pose cette question à son créateur, et la réponse tarde à venir. Donc, c'est vrai que, et pour moi, Tchekhov, il pose la question de comment est-ce qu'on peut être à l'heure au rendez-vous de sa propre vie, à travers toutes les pièces. Et on voit le chemin quand Medvedenko dit à Macha, d'où ça vient que vous soyez toujours en noir? Et la dernière phrase, il y a que Konstantin Gavrilovitch vient de se tuer. Bon, voilà, c'est tout le chemin à faire de cette première à cette dernière phrase. Voilà. Mais la mort est un des thèmes et un aboutissement de fait, mais effectivement, des choses qui ont été coupées par la censure, par exemple, quand Tchekhov écrit que Trepliev, à la fin, quand Zaretchnaya tape au carreau, s'en va, et que Sorine est là pendant 30 secondes, seul sur le plateau. Donc pendant 30 secondes, Tchekhov propose un dialogue avec la mort, ce qui était épouvantable à l'époque, c'était pas possible à voir. Donc évidemment, on le coupe, après on prend Sorine, on le fait rentrer dans la salle à manger, il mange avec tout le monde, et il a disparu. Or, comme il y a toujours des citations et une symbolique qui se répètent comme ça, que le drap du lit du vieux devient son propre linceul et redevient le drap du fantôme de Zaretchnaya, du premier acte, puisqu'elle le reprend, etc. Enfin, il y a tous ces jeux-là. Et où elle dit, il est là, il dort. Tout le monde pense que le vieux dort alors qu'il est en train de mourir. Il y a plein de choses comme ça. Bien donc, la mort, elle est présente, mais comme Medvedenko qui dit combien ça coûte une rame de papier pour écrire, c'est-à-dire comme le coût, l'argent est un thème fondamental dans toute l'œuvre. C'est-à-dire que Vania aussi, c'est une question d'argent. Les Trois Sœurs, il n'y a plus d'argent. Andrea hypothéquait la maison. Et la Cerizay. Vous jouez le Paquis. Oui. Alors, qu'est-ce qui est pour vous, pas le personnage, parce que vous dites qu'il n'y a pas de personnage, mais les idées de Lopakin, quelle est votre approche?
C'est simple, c'est quand on est amoureux d'une étoile, comme dirait Victor Hugo, quand on est amoureux de quelque chose d'inatteignable et quand on est simplement toléré mais pas admis. Et donc, parce que évidemment tout vient de l'enfance, hein, de Lopakhin, et on l'amène dans cette chambre là pour lui nettoyer le nez parce qu'il s'est fait casser la gueule par son père. Donc déjà c'est quelqu'un qui est battu, qui est habitué à être battu, puisqu'il dit tout le temps « mon père me battait, toujours avec un bâton ». Donc il est habitué au coup, et Lyubov, qui s'appelle Amour, c'est la seule qui lui lave le nez et qui est, on va dire pour simplifier, gentille avec lui. Et donc évidemment, comment ne pas aimer l'amour, déjà, et ensuite, bon, elle disparaît, et je pense que on veut, eh ben il fait tout pour pouvoir retrouver cet amour. Et donc il va trouver des solutions, il va passer son temps à lui proposer des solutions avec cette Cerizay pour qu'elle ne la vende pas, qu'elle ne la perde pas, en tout cas qu'elle ait de l'argent. Et il va finir par l'acheter pour elle. Sauf que pour elle, c'est un collapse intellectuel. Elle ne peut pas accepter de Lopakhin, même si elle a épousé un avocat, un roturier, comme dit Gaïev, elle ne peut pas accepter de ce fils de serf cette chose-là et cet amour. Même si, en même temps, elle n'arrête pas de dire, tiens, tu devrais épouser Varia, parce que comme ça, la Cerizay reste dans la famille. Mais elle peut pas l'accepter. Parce que ça serait, c'est une question idéologique. C'est ça qui est très magnifique dans la Cerizay. C'est que c'est des questions, ce ne sont pas des gens qui n'en ont rien à faire. Ce sont des gens qui, idéologiquement, ne peuvent pas imaginer que leur monde disparaisse, que tout ce qu'il y a dans cette armoire, tous les livres qu'ils ont lus disparaissent avec eux. Et ce qui est très beau, c'est que Tchekhov, il ne prend pas n'importe quoi comme thème. Il prend la Cerizay. Et si on connaît la botanique, et comme Béatrice dit souvent quand on travaille ensemble, si on ne connaît pas la botanique, on ne peut pas travailler sur Tchekhov. Les cerisiers sont des arbres qui mécaniquement meurent au bout de 45 à 50 ans. Donc, si on s'en tient aux mesures que donne Tchekhov, la Cerizay fait à peu près 150 terrains de football. Et ils sont confrontés au fait que Lopakhin dit les cerises donnent 1 an sur 2, et même comme ça on ne sait pas quoi en faire, personne ne les achète. Donc ces cerisiers sont en train de mourir. D'ici 1 an, il y aura 150 terrains de football d'arbres morts. Qu'est-ce que nous faisons avec ça ? Est-ce qu'on va regarder les arbres morts ou est-ce qu'on le transforme? C'est la question de la transformation, c'est la question effectivement... Alors évidemment, après ça devient la métaphore d'un monde qui change et on passe de cycle long à un cycle court. On venait en berline, ça mettait 1 semaine, maintenant on vient en train, ça met 5 heures. Bon, bien sûr, tout va plus vite. Mais ce que propose Lopakhin, parce que très souvent on joue Lopakhin comme un salaud, sous prétexte que c'est un moujik, donc il est ignorant, c'est un imbécile, il est sale, il est vulgaire. Non, il n'a pas forcément très bon goût avec ses chaussures jaunes et son gilet blanc, mais il a de l'argent, il s'intéresse à l'art, il cite Hamlet, même mal. Il dit qu'il est allé au théâtre voir une pièce. Il a son goût qui est son goût. Il dit j'ai vu ce livre-là, je l'ai lu, j'ai rien compris. Voilà, je l'ai lu, je me suis endormi. Mais il s'en veut. Il dit qu'il a une écriture épouvantable et il dit j'ai pas fait d'études. Donc il dit moi j'ai pas fait d'études et j'aurais bien aimé faire des études, alors que l'autre qui a fait des études, qui a été chassé de l'université pour ses idées, mais il ne sait pas que c'est pour ses idées politiques, lui dit parce que c'est ça, ce qui est intéressant, c'est les territoires idéologiques et les incompréhensions. Dire que Trofimov dit il faut travailler, Lopakhin entend il faut bosser, alors que Trofimov dit il faut que l'homme travaille sur lui-même à sa transformation, et Lopakhin dit mais moi je travaille tous les jours, Donc c'est comment ces gens-là ils n'ont pas de terrain d'entente, et pourtant comme dit Trofimov, je t'aime bien, t'as les doigts fins d'un artiste. C'est magnifique, ça. Excusez-moi, il est important dans votre spectacle. Il y a la voix qui est égale aux autres voix. Bien sûr. On l'entend très bien. Donc cela veut dire vous prenez très au sérieux les propos de Trofimov. Ah mais tous les propos sont extrêmement importants, puisque à l'acte 4, ils sont tous les deux face à face.
Il lui dit, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu veux? Il dit, j'y arriverai, ou sinon je montrerai le chemin. Mais c'est deux mondes, c'est deux civilisations qui se regardent. Enfin, c'est deux options de civilisation pour un monde à venir. Trofimov. Donc oui, j'ai entendu ça, je dis, il est quelqu'un d'aujourd'hui. Mais parce que souvent on le joue comme c'est un jeune homme, un étudiant qui a une opinion politique, donc il est joué comme un timbré, comme un illuminé, qui dit... Non, il a en plus, on le fait souvent jouer comme quelqu'un qui porte un principe marxiste. Or non, il est plutôt hegelien dans ses propos parce qu'il n'est pas systémique comme Marx. C'est beaucoup plus intelligent. Donc et comme l'est Medvedenko dans La Mouette, qui est un regard lui aussi hegelien, qui va devenir plus marxiste, mais qui demande combien ça coûte, vous les intellectuels, pour écrire. Parce qu'il faut bien survivre. Alors. Et Lubov, alors, quel est l'ordre d'idées qui sont associés pour vous avec Lubov Andreevna? Lubov, elle est déjà dans son nom, elle s'appelle Amour, donc elle a un amour et une sexualité extrêmement expansive, contrairement à Gaïev, qui lui, Léonide. C'est vous, un clown, on peut. Non, c'est pas un clown. C'est-à-dire que Léonide, il s'appelle Léonide, qui vient de Léonin, du lion, etc. Mais comment dire, il n'a rien de léonin, simplement. Autant sa sœur a une sexualité expansive, autant lui, il a une sexualité rétractile, il est homosexuel, et on le cache, ça se tait, tout le monde le sait, mais il y a énormément d'allusions dans le texte, mais tout le monde fait comme si on ne savait pas, on ne disait rien. Yasha dit, vous êtes bien toujours comme vous étiez. Mais il dit, quoi? De qui? Mais on fait comme si, voilà, c'est admis, mais on ne le dit pas. Donc il est comme ça, il dit, Petrouchka Kossoï m'a quitté. Qui est ce Petrouchka Kossoï qui l'a quitté? Bon, à l'acte 1. Et il n'arrête pas de suçoter des bonbons. Il est toujours au stade buccal, comme ça. Donc il y a quelque chose là. Donc et justement, c'est intéressant puisque c'est complètement antinomique avec sa sœur. Et Lyubov est quelqu'un qui dépense une énergie considérable pour ne pas se souvenir, ne pas vouloir se souvenir et faire en sorte qu'il n'y ait que la mort qui enlève de son visage ce sourire qu'elle porte tout le temps, qui est terrible, qui est comme un sourire attaché, un masque, et qu'elle n'a d'envie que de fuir cette maison, en fait. Elle revient parce qu'elle n'a plus d'argent, mais elle ne veut que repartir. Et d'ailleurs, à l'acte 4, Gaïev dit, avant que la Cerisay soit vendue, on était anxieux, maintenant tout va bien. Elle dit, oui, je dors mieux. Et cette réplique-là où Gaïev dit, on est très... Et d'ailleurs, elle est dite chez Christian Benedetti, elle est dite au public. Hein, vous voyez, hein, on est tous très contents. Finalement, avant de la vente de la Cerisay, on était tous anxieux. Maintenant qu'elle est vendue, on est tous contents. Hein. Et il y a quelque chose ça m'a vraiment fait découvrir quelque chose, c'est qu'en fait, oui, ils sont tous contents quelque part pour des raisons différentes que la Cerisay soit vendue. Et ils s'en vont. Ce qui est grave, c'est le moment de la séparation. Voilà, le moment de la séparation, c'est un moment difficile. Mais après, il y a des tas de choses qui s'ouvrent pour tous, en fait. Bon, ce sera plus ou moins bien, mais en tout cas, il n'y a plus de vie dans cette maison, c'est évident. Donc, il n'y a pas cette espèce de nostalgie. Non, elle n'est pas là du tout, en fait, quelque part. Et cette réplique de Gaïev dite au public, elle ouvre une nouvelle perspective. Le seul qui est triste, c'est Lopakhin. C'est ça qui est fou. Qui dit, bon, alors jusqu'au printemps, et qui dit avant Avaria, bon, c'est fini la vie dans cette maison. C'est le seul qui est triste parce que il sait qu'il raye son enfance. Mais il va vers autre chose. Il va vers autre chose. Mais s'il y a quelqu'un qui a une émotion particulière avec ça, et qui, en plus, qui pour une fois arrive à prendre la main de Lyubov, et qui a cette chose qui reste en suspens, qui ne se fera jamais, voilà, c'est lui qui est dépositaire de ça, et qui maintenant a les clés aussi, donc il a les clés de toute l'histoire. J'étais absolument extrêmement surprise et touchée par l'accueil du public.
Donc j'ai vu la Cerisée dans la grande salle d'Ariane Mnouchkine, au Théâtre du Soleil. Donc, et la salle était pleine, il n'y avait pas une seule place libre, c'était incroyable, c'est presque qu'on devait se battre pour avoir une place, parce que c'était le placement libre. Eh bien, il fallait voir comment les gens suivaient le spectacle. On avait l'impression que c'est un texte qu'ils connaissent par cœur, c'était leurs proches, en tout cas c'est un texte très familier, et il était en train de le vivre comme quelqu'un qui leur est très cher, passionnément on peut dire. Ah, comme s'ils se reconnaissaient absolument dans les personnages de Tchekhov et dans le texte. Et ça créait quelque chose d'assez émouvant. Et ma question est, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi les Français se sentent tellement proches de Tchekhov? Je ne vois pas un autre auteur. Parce que pour les Russes, par exemple, c'est quand même Shakespeare. Parmi les auteurs étrangers, l'auteur qu'ils ressentent le plus proche, qu'ils connaissent et où ils se retrouvent comme ça, c'est Shakespeare. Et j'ai l'impression que pour les Français, c'est Tchekhov. Comment vous expliquez ce phénomène? Par le thème même et par ce qu'il écrit, c'est-à-dire on est à un moment où le siècle est brisé, comme le moment où Tchekhov écrit, notamment La Cerisée, on passe d'un monde à l'autre. Et il faut laisser quelque chose, et que ça pose aussi la question pourquoi pour Tchekhov, c'est pourquoi on n'arrive pas à quitter le 19e siècle pour entrer dans le 20e. Aujourd'hui, c'est pourquoi on n'arrive pas à quitter le 20e pour entrer dans le 21e. Et moi, je pense que c'est parce que nous y avons laissé trop d'amour dans le siècle précédent. Je pense que ça... Voilà, c'est les thèmes même de l'œuvre de Tchekhov qui nous sont proches, de toute façon, je pense. C'est vraiment... et si on les monte de façon à faire entendre ça, à mettre ça au jour, et non pas à le recouvrir de napperons, de nostalgie, d'arbres peints ou de faux arbres avec une petite musique folklorique, etc., qui fait que finalement on voit ça avec la rassurante pensée que c'est l'intelligentsia du 19e siècle, et on dit oui, d'accord, bon, mais c'est pas nous. Si, c'est nous. Et donc c'est justement, c'est pour ça qu'on reste dans cet espace de répétition où ce sont des bouts de costumes, où il y a juste ce qu'il faut pour que le sens se transmette. Parce que sinon, on crée une distance, on colorie à la place des spectateurs, et donc du coup on ne voit plus. Alors que c'est la structure qui est importante, c'est ce que Tchekhov nous propose comme espace de pensée, et ce qu'il nous propose, l'endroit où il nous propose de dialoguer, qui est magnifique. Je voudrais qu'on parle aussi de détails. Je voudrais qu'on parle aussi de détails troublants pour moi. Parce que quand on rentre dans la salle, là donc la scène est vide, enfin il n'y a pas de rideau, donc on voit le décor, et au milieu de la scène on voit l'armoire. Et donc cette armoire, elle me fait penser tout de suite à une vraie armoire, une véritable armoire, qui se trouvait dans la chambre de Tchekhov, à Yalta, dans sa maison, et que c'était une armoire qui avait une histoire toute particulière, liée à son enfance, parce que c'était en fait l'armoire qui venait de... Voilà, l'armoire à bonbons. Et donc vous avez reproduit cette armoire à bonbons, à l'identique, en trouvant en trouvant comment transmettre ce thème, parce que donc à un moment donné, on ouvre cette armoire, il n'y a pas de bonbons, mais il y a la musique de l'enfance. Il y a des bonbons parce qu'ils sont petits, donc Gaïev prend un bonbon, il n'y a que des livres, qui sont des livres des séries pour la jeunesse, et puis il y a la petite... On les reconnaît. On les reconnaît, enfin les Français les reconnaissent, et puis la petite musique, parce que Tchekhov dit que Varia ouvre l'armoire et que la serrure fait du bruit. Donc je me suis dit, un bruit, faire un bruit de serrure, oui évidemment, mais personne n'apprend rien, quoi. C'est comme un vélo qui fait un bruit de vélo. Alors donc il fallait trouver quelque chose qui soit effectivement une chose qui ramène, qui fasse que ce soit, justement, il n'est pas si ridicule que ça, Gaïev, qui pleure devant cette armoire. Parce qu'il pleure son enfance, chacun, et en fait il pleure, et si on regarde bien, Lopakhin aussi pleure.
C'est-à-dire que cet espace perdu, et d'ailleurs, et Lyubov se retourne en disant tu es toujours le même, Lyonia, etc. Et l'histoire de l'armoire et de la boîte de bonbons, et la photo de l'armoire, je le dois à Béatrice, puisque c'est elle qui m'a donné la photo de l'armoire. Alors, l'armoire, telle qu'elle est là, la vraie armoire, elle est plus marquetée. Nous, c'est une armoire qui est plus polie, qui est plus mate, mais parce que derrière, on a fait graver quelque chose pour le 4e acte. Voilà, il y a un dessin que Tchekhov avait fait enfant, qui est gravé, et quand on retourne l'armoire au 4e acte, quand on le vend, pour ceux qui connaissent, c'est un dessin de Tchekhov enfant. Mais bon, et puis il y a le texte russe des didascalies de l'acte 2, puisque c'est quasiment la description du paysage de l'acte 2. Mais ça, c'est que pour ce que Debauche et Vitesse appelaient le japonais du 10e rang, qui connaît tout, qui a tout compris, qui a vu toutes les répétitions. Mais voilà, mais quelquefois, il faut faire des choses juste comme ça. Et puis, c'était un clin d'œil à Pavlovitch. Je trouve que c'était juste de lui retourner comme quand quand on poursuit une conversation comme ça avec un auteur, je trouve que c'est juste, surtout quand c'est la dernière pièce, de lui faire un clin d'œil. Donc, voilà. Pavlovitch, j'ai pas compris. Anton Pavlovitch. Oui, c'est Pavlovitch, je l'appelle Pavlovitch. Parce que Tchekhov, parce que Vitesse, il l'appelait comme ça, il disait Pavlovitch disait que. Voilà, c'est pour ça. Très beau. Christian Benedetti, Béatrice Picon-Valent, on parle aujourd'hui de Tchekhov.